Penser le rire, ce n'est pas évident, c'est même un peu contre-intuitif. Parce que le rire, c'est soudain, c'est spontané, c'est une secousse corporelle que tout le monde a déjà vécue. Dans l'histoire de la pensée, on a pendant longtemps considéré que le rire était un signe naturel et universel, c'est d'ailleurs ce qu'écrivait Rabelais au XVIe siècle dans l'avant-propos de Gargantua, avec la formule « le rire est le propre de l'homme », des mots qui rappellent ceux écrits dès l'Antiquité par le philosophe grec Aristote, qui affirmait dans Partie des animaux que l'homme est un animal riant. Aujourd'hui, cette vision des choses prend un coup puisqu'on sait grâce à des études scientifiques plus récentes que certains animaux sont aussi capables de rire. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est bien le rire de l'homme, et particulièrement de l'homme occidental, puisque c'est la pensée occidentale que nous allons étudier dans cette vidéo. Parce que considérer que le rire est naturel et universel, ça pose un problème qui est qu'on détache ainsi le rire des conditions matérielles d'existence et de coexistence de celui qui rit, et qu'on oublie donc que tout le monde ne rit pas des mêmes choses et dans les mêmes situations, et enfin que le rapport individuel et collectif au rire a évolué au cours de l'histoire en même temps que les sociétés changeaient et se transformaient. Parce que oui, le rire a une part de culturel et il dit en réalité beaucoup de celui qui rit. Alors, le rire est-il plutôt un signe naturel et universel ou est-il avant tout un fait social? C'est ce que nous allons essayer de voir ici. Mais avant de prendre le problème sous l'angle de la sociologie, parlons un peu de philosophie et d'histoire, et même d'histoire de la philosophie. Traiter d'histoire de la pensée occidentale, si tant est que l'on veuille commencer avant les Lumières, oblige à parler de religion et en particulier de la pensée chrétienne, une règle à laquelle le rire n'échappe pas. On peut ainsi remonter à l'Ancien Testament, qui distinguait deux phénomènes dans le rire, désignés par deux mots différents. Il y avait d'une part le rire joyeux, et d'autre part le rire moqueur, le rire qui dénigre. Si cette distinction est fondamentale dans les systèmes de valeurs de la chrétienté, elle a pourtant été mise de côté pendant longtemps par l'Église, qui a préféré ne retenir que le deuxième rire, le mauvais rire, pour mieux le dénoncer, et qui a donc confondu les deux termes de l'Ancien Testament en un seul, bien aidé en cela par les langues grecques et romaines qui n'utilisent qu'un seul mot pour désigner le rire. Mais alors, pourquoi avoir retenu le rire mauvais plutôt que le rire joyeux, le bon rire ? En fait, cela s'explique par le fait que le rire, par sa nature même, est une menace pour le dogme chrétien. À l'époque, la philosophie chrétienne est un dualisme influencé par le dualisme de Platon, qui oppose d'un côté le corps, la matière, qui sont le lieu du mal et de la tromperie, et d'autre part l'esprit, l'âme ou encore les idées, qui sont le lieu du bien et de la pureté. Si on parle de dualisme, cela implique qu'il n'y a aucun point de contact, aucun lien entre l'âme supposée éternelle dans la philosophie chrétienne et le corps considéré comme corruptible, périssable et mortel. Or, dans ce cadre de pensée, le rire pose un problème qui a notamment été soulevé par Aristote, c'est qu'il est de la pensée mise en mouvement, autrement dit de la pensée qui a un effet sur le corps, puisque quand je ris, je pense ou je perçois quelque chose, et cette pensée provoque un mouvement de mon corps. On voit alors facilement la raison de la condamnation du rire par l'Église au Moyen-Âge, puisque rire, c'est introduire de la matérialité dans l'esprit, et donc corrompre la pureté de son esprit. Pour appuyer ces propos, les auteurs des règles monastiques du début du Moyen-Âge expliquaient que la source corporelle du rire se trouvait dans le bas du corps humain, ce qui le fait encore plus aller du côté du diable et de la luxure. Il y a donc d'abord eu dans l'histoire de la pensée une vision morale du rire, partagée entre bon et mauvais rire, souvent en oubliant le premier des deux. Et puis, aux alentours des XVIe et XVIIe siècles, il y eut un changement notable que nous allons illustrer à travers deux figures, un écrivain, Rabelais, et un philosophe, Descartes. Ce changement, c'est une déchristianisation du rire que l'on extrait du système de valeurs chrétien pour mieux le réhabiliter et en faire le signe naturel et universel que nous avons vu en introduction. Le premier artisan de cette évolution, c'est donc Rabelais, qui a réhabilité le rire dans sa qualité corporelle, ce qui peut être résumé dans une citation de l'avant-propos de Gargantua en 1534, dont j'ai évoqué une partie précédemment, à savoir « Mieux est de rire que de larmes écrire, pour ce que le rire est le propre de l'homme ». Si la prise de position est intéressante, c'est aussi parce que Rabelais renverse la position chrétienne au Moyen-Âge, qui valorisait les pleurs et dénonçait le rire. Rabelais remet le rire sur le devant de la scène en lançant une tradition humaniste née à la Renaissance. L'autre figure que j'ai évoquée, c'est celle de René Descartes, philosophe du XVIIe siècle qui a révolutionné la philosophie occidentale en actant le passage d'une nature qualitativement hiérarchisée, où on peut par exemple considérer que le bas du corps se rapporte au diable et au péché, à une nature seulement quantitative et donc qualitativement neutre. Même si le rire, qui est de façon générale un oublié de l'histoire de la philosophie, n'est pas très important dans son œuvre, Descartes en propose une explication scientifique et anatomique dénuée de toute valeur morale dans la seconde partie des Passions de l'âme. Ce qui est intéressant, c'est que Descartes et Rabelais posent les fondations de la conception d'un rire comme signe naturel et universel, qui ne s'explique que par la science et non pas par le culturel, et qui ne dépend donc que d'une certaine disposition plus ou moins importante à rire, puisque comme l'écrit Descartes dans la troisième partie des Passions de l'âme, il y a des hommes qui sont fort portés de leur naturel aux émotions de la joie ou de la pitié.
En somme, à l'époque de Rabelais et de Descartes, le rire est considéré comme tout à fait naturel et universel, un rire qui ne dépend pas des conditions matérielles et sociales d'existence, un rire qui n'évolue pas au cours de l'histoire, un rire qui ne dépend que d'une disposition corporelle, d'un fonctionnement des organes en quelque sorte. Sauf que l'histoire de la pensée ne s'est pas arrêtée au XVIIe siècle et qu'une discipline qui est arrivée sur le devant de la scène dans les siècles suivants, la sociologie, s'est emparée du thème du rire. Parce qu'aujourd'hui, il suffit d'effectuer une observation un peu rigoureuse des comportements en société pour se rendre compte que tout le monde ne rit pas des mêmes blagues et des mêmes situations, et qu'on ne riait pas des mêmes choses à la cour d'un roi au XVIIIe siècle et à la pause café d'une entreprise au XXIe siècle. L'idée de la sociologie, c'est de dénaturaliser le rire en montrant que même s'il s'agit d'une pratique quotidienne et pour une part spontanée, elle est principalement culturelle et influencée par différents processus de socialisation. C'est donc l'idée à la fois d'expliquer le rire par l'analyse de la société et de la socialisation, et en même temps, dans l'autre sens, d'expliquer ou plutôt d'illustrer les différents positionnements sociaux d'un individu à travers l'analyse de son rire. Ces objectifs sont illustrés par une formule particulièrement efficace de l'historien Jacques Le Goff, je cite « Dis-moi si tu ris, comment tu ris, pourquoi tu ris, de qui et de quoi, avec qui et contre qui, et je te dirai qui tu es ». De fait, la sociologie fait du rire un signe non plus naturel et universel, mais un signe culturel porteur de sens, un acte non verbal qui engage une définition sociale de celui qui rit. Penchons-nous d'abord sur le premier point, c'est-à-dire le but de la sociologie d'expliquer le rire par l'analyse de la société et des processus de socialisation. Pour bien comprendre comment il est possible d'analyser sociologiquement un rire, on peut prendre l'exemple de la scène de remise d'un César d'honneur à Jean-Luc Godard en 1987. Le réalisateur français reçoit donc un prix qui lui est décerné par l'Académie et il doit prononcer le discours conventionnel de remerciement devant le gratin du cinéma français. Ce qui est particulier et intéressant dans cette scène, c'est que Jean-Luc Godard décide justement de prononcer un discours original et peu conventionnel en remerciant les invisibles de la profession tels que les standardistes et les employés plutôt que les acteurs et les producteurs. La réponse à ce discours est un rire partagé dans la salle. Dans une interview à Mediapart, l'écrivain Édouard Louis a exprimé le malaise qui était le sien devant cette scène d'une salle bourgeoise qui rit aux éclats face à un discours qui ne se veut pas nécessairement comique. Alors, comment expliquer le rire des invités à la cérémonie dans cette scène dont on peut dire qu'elle n'est pas universellement comique ? Dans une tentative d'explication, Édouard Louis y voit un rire de classe d'une bourgeoisie qui se détourne par le rire d'un discours peu conventionnel qu'elle n'a pas envie d'entendre, et ce faisant, elle réduit au comique un discours qui est pourtant porteur d'un message réel. Ce que l'on peut appeler un rire de classe, c'est un rire qui exprime une connivence des membres d'une même classe sociale unifiée dans l'opposition à d'autres classes. C'est un phénomène qui n'est pas du tout nouveau et récent, puisqu'on l'observait déjà par exemple au XVIIIe siècle, alors que l'aristocratie qui voit son pouvoir réel diminuer, maintient l'illusion de sa puissance déchue en riant et en se moquant des ambitions sociales des roturiers. La piste du positionnement social, ou autrement dit de la classe sociale, est donc une piste parfois pertinente pour expliquer le rire de certains et analyser le comique dans certaines situations pour certaines personnes. Néanmoins, réduire l'analyse sociologique du rire à une question de classe sociale serait faire fausse route, car le rire est en réalité influencé par plein d'autres déterminants sociaux, tels que l'âge, le genre, la profession, etc. En témoignent d'ailleurs assez bien ce qu'on appelle les private jokes ou encore les blagues d'initiés. En fait, si le rire est à la fois aussi intéressant pour les sociologues et en même temps si complexe à appréhender, c'est parce qu'il s'agit d'un fait social total, selon l'expression de Jacques Le Goff. Mais revenons au second point dont il était question précédemment, à savoir comment l'analyse sociologique permet d'illustrer les différentes réalités sociales d'un individu à travers l'analyse de son rire, pour reprendre les mots de Jacques Le Goff déjà cités, pourquoi il rit, comment il rit, de qui et de quoi, avec et contre qui. Si le rire est aussi révélateur, c'est parce que même s'il peut être analysé, il n'est pas calculé par celui qui rit. Le rire est routinier, il est quotidien, et en cela, il fait montre de représentations sociales qui ont été particulièrement incorporées au point de devenir presque inconscientes. Pour prendre un exemple de ce que le rire peut dire d'un individu, prenons l'exemple de Mozart, bien documenté par l'analyse sociologique de Norbert Elias dans son essai titré « Mozart, sociologie d'un génie ». C'est bien connu, Mozart avait un goût prononcé pour les plaisanteries grossières, grivoises et scatologiques, et Norbert Elias va tenter d'expliquer ce goût sociologiquement. D'abord, il rappelle que Mozart est dans une situation particulière. En tant que musicien, c'est un bourgeois qui dépend de la noblesse, puisque c'est la noblesse qui peut lui permettre de vivre, en assistant à ses opéras par exemple, ou même en lui fournissant un poste fixe de musicien à la cour. Mozart est donc un petit bourgeois qui côtoie l'aristocratie des cours royales européennes, et il est en plus considéré comme un artisan, au même titre que les autres musiciens au XVIIIe siècle. Mozart côtoie donc simultanément deux milieux sociaux très différents, d'un côté la noblesse et les mondanités, et de l'autre le milieu bourgeois dont il est issu et qu'il côtoie à l'extérieur de la cour. Le comique grivois et scatologique de Mozart a donc deux explications sociologiques complémentaires.
D'une part, parce que ce type de comique bénéficie d'un espace de liberté au sein de la classe bourgeoise dans laquelle il se permet ce genre de blagues, au contraire des milieux nobles dans lesquels les codes de civilité ne permettent pas ces plaisanteries considérées comme grossières. D'autre part, cela s'explique parce que Mozart a conscience de la qualité de son talent artistique et qu'il a donc des difficultés à supporter d'être structurellement soumis à l'aristocratie jusqu'à être mis plus ou moins sur le même plan que les domestiques en tant qu'artisan. Le rire est donc pour Mozart un moyen de choquer la noblesse et de montrer qu'il n'est pas totalement soumis au code de cette même noblesse. Alors, Mozart rit fort de ces blagues grivoises eschatologiques, un rire transgressif et dissident. En conclusion, le rire de Mozart est à la fois un rire avec la bourgeoisie dont il conserve pour partie les manières, et un rire contre la noblesse de qui il dépend mais vis-à-vis de qui il ne se considère pas inférieur. Si cet exemple est aussi parlant, c'est parce que le travail de la sociologie ne prend véritablement sens que quand il dépasse les concepts généraux pour s'ancrer dans des analyses individuelles, précises et approfondies. Cette brève étude de l'histoire de la pensée en sciences humaines depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours nous permet de voir que si le fait de rire est universel et naturel, les acquis culturels de l'homme depuis qu'il vit en société ont modifié sa façon et ses raisons de rire, de même qu'ils ont différencié les rires. Alors, évidemment, les sciences humaines n'ont pas le monopole de l'explication du rire, et les sciences de la nature se sont aussi penchées sur le sujet, en montrant par exemple que le cerveau réagissait différemment dans la production d'un rire spontané et dans celle d'un rire non spontané, le rire gêné ou le rire poli par exemple. Mais ce n'était pas le sujet de cette vidéo, et je vous mets en description plusieurs liens pour continuer la réflexion dans cette direction. En attendant, j'espère que la vidéo vous aura donné envie de continuer la réflexion en montrant que des thèmes comme le rire, qui semblent être l'apanage des sciences de la nature, peuvent pourtant être investis par les sciences humaines. Merci de m'avoir écouté, l'espace commentaire est à vous et les sources de la vidéo sont en description. À bientôt pour une nouvelle vidéo.